Bonjour chers auditeurs, je suis ravie d'être avec vous et honorée de vous proposer cette nouvelle émission intitulée Repartons. Repartons, c'est la rencontre de lieux, de professionnels et passionnés afin d'évoquer des sujets qui font notre quotidien et nous interrogent. Aujourd'hui, pour ce premier volet, j'ai eu envie de m'intéresser à la santé mentale de nos enfants qui, comme on le sait, est de plus en plus précaire. Cette inquiétude est au cœur, notamment, du centre hospitalier du Rouvray, spécialisé en santé mentale. Alors, au sein même du parc de l'hôpital, une maison de la recherche sur la santé mentale vient d'ouvrir. J'ai eu envie de rencontrer ces chercheurs, d'apprendre ce qu'ils en pensent et comment la santé mentale infantile évolue. Dans cette première partie de Repartons, nous entendrons Lydie Doré, directrice de la maison de la recherche, et Héloïse Yang, pédopsychiatre, pour évoquer notamment le harcèlement chez nos jeunes. C'est propre. Bonjour. Bonjour. Alors, la maison de la recherche, en fait, c'est un lieu où on regroupe les chercheurs autour de la santé mentale. Et en fait, on avait déjà de la recherche qui se faisait dans le service adulte, d'autres qui se faisaient dans le service enfant, d'autres qui se faisaient au centre de ressources autisme, et puis peut-être un petit peu dans d'autres services aussi. Lydie Doré, directrice des recherches. Comme c'était éparpillé, l'idée c'était de rassembler toutes les équipes dans un même lieu. Et on sait que le fait de se retrouver dans le même lieu, ça crée une émulation, c'est beaucoup plus fédérateur. Depuis qu'on a commencé à imaginer ce projet, donc avant même qu'il soit mis en place, déjà le fait de se rassembler, on a commencé à voir naître des projets transversaux en fait, qui concernent à la fois les enfants mais aussi les adultes. Et on sait que on aimerait que les projets de recherche, ils traversent tous les âges de la vie et toutes les pathologies et que ce soit pas cloisonné. L'intérêt de cette maison de la recherche, c'est de les rassembler et de leur permettre d'être plus souvent ensemble et donc de créer de l'intelligence collective autour des projets de recherche qu'ils ont, d'autres qu'il faut inventer, d'autres qui peuvent naître de différents endroits. Je voudrais préciser qu'on a de la recherche médicale, mais aussi on a de la recherche paramédicale avec les infirmiers en pratique avancée, qui eux aussi veulent développer de la recherche, mais c'est pas quelque chose de facile. Au contact des autres collègues qui en font, eh bien on espère que dans cette maison de la recherche, ça crée en effet cette émulation et que on augmente nos projets de recherche, qu'on en ait plus, qui soient de plus en plus transversaux. La maison de la recherche en santé mentale permet de rassembler les acteurs autour d'un même lieu. Cela favorise le travail collectif et fait émerger des projets de recherche communs qui concernent à la fois les enfants, les adultes et l'ensemble des troubles psychiques. En partageant les idées et les compétences, on crée une intelligence collective, ce qui permet de développer davantage de projets, du soin jusqu'à la prévention. Aujourd'hui, on a des recherches qui sont en cours et l'idée c'est de les développer et puis après d'en créer d'autres au regard de cette synergie. On essaie de balayer l'ensemble, mais après, selon chaque projet, en effet, c'est plus ou moins sur un des champs de la prévention ou du traitement. Alors je sais que sur la question de la dépression résistante, on a vraiment beaucoup de recherches qui sont menées par Maud Rothermel notamment. Ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment un sujet très important aujourd'hui, compte tenu du taux de suicide qu'on a en Normandie. En effet, ces sujets-là sont à prendre à bras-le-corps. On est tous concernés par la maladie mentale et donc on a besoin de développer un maximum de projets de recherche pour progresser sur ces champs. On a plusieurs protocoles qui sont en cours aujourd'hui avec Maud Rothermel et notamment sur les psychédéliques pour les plus récents. On va faire appel à candidature pour venir participer à ces projets de recherche, très faiblement dosés, mais en fait aujourd'hui ça peut aider vraiment les personnes qui ont des troubles anxieux généralisés et qui, en prenant ces thérapeutiques, peuvent améliorer leur état de santé. Aujourd'hui, on fait des études là-dessus. On est un des centres expérimentateurs. En France, on en a 5 qui suivent cette étude. C'est une étude internationale. On est très content d'en faire partie et Maud Rothermel a déjà commencé à faire une communication à la population pour pouvoir leur proposer de participer à ce protocole avec nous. Ça a permis de développer des nouveaux traitements, en fait, dont bénéficieront toutes les personnes qui seront accueillies dans l'établissement. Alors, les protocoles de recherche, il y a vraiment des phases qui sont très longues, mais une fois qu'on a démontré l'efficacité d'un traitement, en effet, tout le monde peut en bénéficier. Parfois, les thérapeutiques peuvent être un peu coûteuses et ça peut être un frein. Ceci dit, une fois qu'elles ont prouvé leur efficacité, on peut proposer à tous les patients d'en bénéficier. Sur le principe, ça a vocation à être généralisé. Chaque type de pathologie a ses protocoles et ses soins qui sont plus ou moins adaptés, mais en tous les cas, sur le principe, tout le monde peut en bénéficier.
Les recherches en cours portent notamment sur la dépression sévère, avec des résultats particulièrement attendus en Normandie. Un nouveau protocole de recherche va prochainement voir le jour, incluant l'utilisation encadrée de substances psychédéliques à visée thérapeutique. Un appel à candidature est également prévu, notamment pour le traitement des troubles anxieux. Ce sont soit les collègues docteurs qui ont des sujets de thèse, par exemple, sur lesquels ils ont envie de travailler, qui lancent des projets de recherche. Parfois, on peut avoir des projets qui seraient financés par des laboratoires pharmaceutiques. Nous, en fait, on a des sujets de recherche qui émanent des professeurs qui travaillent avec leurs doctorants, qui lancent des projets de recherche. Et ensuite, on a des financements nationaux qui arrivent dès lors qu'on fait des publications sur ces projets de recherche. Et c'est avec ces financements-là qu'on peut lancer d'autres projets de recherche. Et donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui au Rouvray, parce qu'on avait beaucoup déjà développé la recherche pour les adultes. Et donc, on a des financements qui sont arrivés. Et grâce à ça, on peut commencer à financer plus de projets sur les autres thématiques, notamment les enfants adolescents. Et en continuant, on va réussir à avoir des budgets qui nous permettent de lancer d'autres projets. Bien sûr, on peut pas travailler tout seul. La recherche, ça se fait évidemment avec les universités, ça se fait évidemment avec les CHU, qui ont des grosses unités de recherche. Et donc, on travaille tous en lien. Et c'est vrai que le centre hospitalier du Rouvray sur la santé mentale a été sollicité récemment par l'ARS pour faire un travail de coordination de l'ensemble des établissements qui font de la recherche en santé mentale sur toute la Normandie, avec le CHU de Rouen, avec le CHU de Caen, puis avec tous les établissements du territoire qui font de la recherche. Parce qu'en effet, on sait bien qu'on doit travailler à plusieurs pour les protocoles de recherche, sinon il faut qu'on inclue un maximum de patients, il faut qu'on ait un maximum de professionnels qui veuillent bien dédier du temps à la recherche, et c'est pas évident. La Maison de la recherche en santé mentale travaille en étroite collaboration avec les universités et les CHU. À la demande de l'Agence régionale de la santé, le CHU de Saint-Étienne-du-Rouvray a été chargé de coordonner l'ensemble des établissements qui mènent des recherches en santé mentale en Normandie. L'objectif est de créer une véritable coordination régionale en lien avec les CHU de Rouen, de Caen et tous les acteurs du territoire, afin de mieux travailler ensemble et de renforcer la recherche à l'échelle de la région. On s'est rendu compte que la santé mentale, en effet, pendant des années, c'était un peu tabou. Les établissements de santé, les psychiatres ont beaucoup travaillé pour essayer de sensibiliser. Il y a eu cette grande cause nationale 2025 qui a été créée par le gouvernement il y a 1 an. Au début, c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps à prendre pour que ce soit un sujet vraiment dont on parle et sur lequel on mette l'accent, parce que on est encore une fois tous concernés, tous plus ou moins, en tout cas nos proches, peut-être pas personnellement, mais on connaît tous des personnes concernées. On s'est rendu compte, il faut en parler d'abord, il faut pouvoir dire quand on est concerné directement ou quand on est proche, et à partir de là, de ça, il faut pouvoir aussi entrer dans les lieux. Nous, au centre hospitalier de Rouvray, depuis 2 ou 3 ans, on essaie d'ouvrir l'établissement pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent dans notre établissement. Alors c'est par la culture, on est juste à côté de la maison papier où il y a beaucoup d'animations culturelles, mais pas seulement, on en a plein sur le site, on participe à plein d'événements, il faut pas hésiter, il n'y a pas de tabou, et ça c'est vrai que la grande cause nationale, ça nous a quand même aidé à avoir toute cette communication qui est plus forte, et des gens qui osent dire, voilà, je suis concerné par une problématique de santé mentale, c'est la vie comme d'autres types de pathologies, donc on est très content aujourd'hui au Rouvray que ça se passe. La santé mentale est essentielle, au même titre que la santé physique, l'une ne va pas sans l'autre. Pourtant, elle reste encore largement taboue, alors même que nous sommes tous concernés, directement ou indirectement. C'est pourquoi la Maison de la Recherche et le CHU de Saint-Étienne-du-Rouvray travaillent aussi à la sensibilisation du public, notamment à travers des actions culturelles et des temps d'échange ouverts à tous. Aujourd'hui, parce que la santé mentale est devenue une grande cause nationale, la parole commence à se libérer et la communication autour de ces enjeux progresse. Après nous être intéressés à la direction et à l'usage de la recherche en santé mentale, entrons dans le vif du sujet en écoutant la co-directrice qui nous parlera plus particulièrement de la santé mentale des enfants. Je dirais que je fais le même constat que la population générale. On a de plus en plus de consultations aux urgences pour des états psychiques assez altérés d'enfants et d'adolescents, avec en plus de ça des jeunes qui arrivent plus jeunes aux urgences que ce que c'était le cas auparavant. Héloïse Young, pédopsychiatre. Et ce, sur tous les types de troubles psychiques présentés par les enfants et adolescents, que ça aille de la dépression, de la tentative de suicide, de l'anxiété, des troubles du comportement alimentaire ou des refus scolaires anxieux. Vraiment, tous les champs sont
représentées, et ça, quelles que soient les catégories socio-professionnelles dans lesquelles évoluent les enfants. J'ai pour habitude de dire que la santé mentale des jeunes représente la santé mentale de la population de manière générale, parce qu'évidemment, les enfants et les adolescents sont très soumis aussi à comment va leur environnement. On se rend compte quand même que depuis la crise Covid en particulier, la santé mentale de la population générale est quand même beaucoup plus altérée. Alors je pense qu'il y a une part de prise de conscience parce qu'on en parle plus, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi des éléments extérieurs qui accélèrent quand même les troubles en santé mentale, parce que si c'était qu'une prise de conscience, on n'aurait pas finalement un gradient de gravité de plus en plus important des jeunes qui consultent aux urgences ou qui sont pris en charge. Et aujourd'hui, moi qui travaille en pédiatrie en tant que pédopsychiatre, il y a quand même des jeunes de plus en plus jeunes, surtout des âges primaires qu'on ne voyait pas du tout auparavant, ou en tout cas très peu, qui consultent pour des tentatives de suicide, par exemple. Et donc on voit bien que ce gradient de gravité montre qu'il y a quelque chose d'un peu plus global et systémique qui se passe, qui fait que probablement la réponse n'est pas unique et que le simple fait de plus en parler n'est pas la seule explication au fait que les enfants et les adolescents consultent plus. On observe aujourd'hui une augmentation préoccupante des troubles psychiques chez les enfants et les adolescents. Et cela touche des jeunes de plus en plus tôt. Tous les types de troubles sont concernés. Dépression, anxiété, tentatives de suicide, troubles du comportement alimentaire, refus scolaire anxieux, sans distinction de milieu social ou de catégorie socio-professionnelle. La santé mentale des jeunes est donc un véritable reflet de la santé mentale de l'ensemble de la population. Depuis la période du Covid, ces troubles sont davantage visibles. Bien sûr, on en parle plus qu'avant, ce qui permet une meilleure identification, mais cette explication ne suffit pas. S'il ne s'agissait que d'une prise de conscience, on ne constaterait pas une augmentation aussi marquée de la gravité des situations. Il y a donc une réelle dégradation de la santé mentale des jeunes et pas seulement une libération de la parole. Dans ce contexte, une question essentielle se pose. Chez les victimes de harcèlement, quels sont les profils d'enfants ou d'adolescents les plus touchés ? Les profils des enfants victimes, je dirais qu'ils sont aussi vastes que les profils des enfants harceleurs. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que beaucoup d'enfants victimes peuvent se retrouver harceleurs d'une manière ou d'une autre, et beaucoup d'harceleurs sont des anciennes victimes. Évidemment, on ne peut pas faire une généralité, et je pense que c'est ça tout l'enjeu aussi quand on accompagne les enfants et les adolescents aujourd'hui, c'est de ne pas faire une généralité. Il y a des choses qu'on voit qui sont visibles en population générale, mais en tant que pédopsychiatre, moi, mon rôle est vraiment de venir évaluer qu'est-ce qui est propre à cet enfant et cet adolescent, et quelles du coup vont être les ressources spécifiques chez cet enfant, cet adolescent, dans cette famille, qui vont permettre de sortir de ça. La problématique du harcèlement aujourd'hui, c'est qu'elle ne s'arrête pas quand on sort de l'école, et ça tout le monde le sait et les adolescents le disent, et qu'on a vraiment de plus en plus de phénomènes de cyberharcèlement. On a des harcèlements sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les groupes classes sur WhatsApp tout simplement, où les enfants et les adolescents nous rapportent quand même des propos extrêmement violents, des détournements de photos, et avec toute la question maintenant de l'intelligence artificielle, on voit bien comment des enjeux de protection des données et tout simplement de quelle réalité il s'agit sur ces photos ou sur ces vidéos qui vont être diffusées sont des enjeux absolument majeurs et qui vont beaucoup plus vite que ce que nous on arrive finalement à gérer en tant qu'adultes. Le moment où c'est installé parmi les enfants et les adolescents, parce que ça touche même les plus jeunes, vu que certains primaires ont déjà des téléphones portables, finalement le temps qu'on se rende compte de l'ampleur qu'un phénomène a eu sur les réseaux sociaux, en fait il est déjà passé, on est déjà sur autre chose, et en fait on a l'impression de toujours courir après ce qui est en train de se passer d'un point de vue sociétal au niveau des enfants et des adolescents. Ça rend cette gestion du harcèlement beaucoup plus complexe, parce qu'on n'est pas simplement en train de gérer du harcèlement dans la réalité d'une cour d'école, on gère finalement un harcèlement qui est beaucoup plus global, avec en plus une espèce d'intrication entre la question du harcèlement des jeunes entre eux, mais l'intrication avec aussi la cybercriminalité, où en fait ces jeunes-là ne sont plus seulement victimes de harcèlement par leur père PAIRS, mais aussi ils sont victimes parfois de cybercriminels qui vont détourner des photos, des informations qu'ils ont pour les emmener sur les réseaux sociaux, qui vont venir alimenter le harcèlement dont ils sont victimes. Évidemment qu'on doit séparer la question de l'agresseur de la victime, mais assez régulièrement dans mon dispositif de prise en charge post-urgence, le dispositif Eclipse, on se retrouve avec le harceleur et le harcelé qui consultent aux urgences presque en même temps. Et donc on voit bien que la question de l'empathie, elle est compliquée, parce que parfois tout simplement la compréhension que chacun a de la situation fait qu'en fait ils sont tous les deux victimes et tous les deux agresseurs. Et donc c'est cette complexité-là aussi
aussi qu'on a avec le fait que ça ne se passe plus seulement de visu. Quelqu'un qui arrive, qui tape quelqu'un d'autre de manière répétée, la question elle est claire de qui est la victime, qui est l'agresseur. Quelqu'un qui va aller mettre une vidéo sur les réseaux sociaux, même si c'était juste pour rire, peut ne pas se penser agresseur, et l'autre qui va du coup en réprimande mettre une autre vidéo de ce type. Le problème aujourd'hui, c'est que la question du harcèlement prend une place tellement importante et tellement multimodale, c'est-à-dire qu'on est vraiment plus seulement sur du harcèlement en réalité, dans la réalité de la vie de tous les jours, mais vraiment avec ce harcèlement et ce cyberharcèlement dont on parle beaucoup, qu'en fait la question de retrouver qui est responsable du premier jet de pierre, c'est extrêmement compliqué. Les réseaux sociaux favorisent les phénomènes de groupe, et donc aujourd'hui on se retrouve quand même avec parfois des jeunes qui vont très mal aussi alors qu'ils ont harcelé d'autres jeunes, mais parce qu'en fait ils se sont retrouvés aussi eux dans une relation d'emprise de si tu fais pas ça, finalement nous on t'abandonne, et donc avec des phénomènes de groupe qui sont d'autant plus importants que maintenant cette question de la relation d'amitié est bien au-delà d'une relation physique, mais va aussi sur cette question d'être à la mode, de pouvoir donner des informations privées sur les réseaux sociaux, d'être suffisamment in. Il y a des enjeux relationnels à l'adolescence qui se sont complexifiés et qui ont complexifié le profil aussi du harceleur un peu type qu'on aurait pu imaginer, avec des harceleurs qui parfois eux-mêmes se retrouvent harceleurs parce qu'ils sont aussi victimes de violences au sein du domicile familial, et que donc du coup, quand on creuse sur la question de ceux qui sont victimes ou agresseurs dans le harcèlement scolaire, on se rend compte qu'en fait, c'est souvent un signe qu'il faut aller plus loin parce que ça dépasse le cadre de l'école, ça dépasse le cadre du harcèlement pur, et que des jeunes qui se retrouvent dans ce type de situation ont rarement vécu une vie absolument stable. C'est-à-dire qu'ils ont souvent été victimes eux-mêmes de violences, même si c'est pas du harcèlement à proprement parler. Être harceleur, c'est pour moi un signal qui est extrêmement important que le jeune en question a besoin d'aide. Cette question-là, elle se pose évidemment pour les harceleurs harcelés, mais elle se pose aussi pour les victimes et les auteurs de violences sexuelles. Les auteurs de violences sexuelles à l'adolescence sont rarement indemnes de violences sexuelles sur eux-mêmes dans leurs antécédents. Et donc c'est pour ça que cette question-là d'accompagner les jeunes à l'adolescence et qu'il n'y aurait pas un patient qui le mériterait et un patient qui ne le mériterait pas, et en fait pour nous c'est vraiment des enjeux absolument majeurs, parce qu'à partir du moment où un jeune a des comportements qui dénotent des comportements du développement normal d'un adolescent, c'est quand même le signe qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut l'accompagner. Un adolescent qui commence à se déscolariser, à ne plus du tout s'intéresser à sa vie sociale, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui deviennent harceleurs, qui en fait n'ont plus du tout de vie sociale, ne sont plus insérés dans la société, alors qu'un adolescent, dans le cadre de son développement, c'est presque vital pour lui d'être inséré dans le groupe d'adolescents auquel il appartient. Les profils des enfants victimes de harcèlement sont aussi variés que ceux des harceleurs, et les rôles peuvent se confondre. Une victime peut devenir harceleur, et beaucoup de harceleurs ont eux-mêmes été victimes. Aujourd'hui, le harcèlement ne s'arrête plus à l'école. Avec le cyberharcèlement, il devient permanent, plus violent et plus complexe, notamment via les groupes de classe et les réseaux sociaux. La frontière entre harceleur et harcelé est parfois floue. Harceler est souvent le signe d'un mal-être et d'un besoin d'accompagnement, tout comme être victime. Dès qu'un adolescent adopte un comportement inhabituel, s'isole ou ne trouve plus sa place dans un groupe, cela doit alerter. Quels sont alors les signes qui montrent qu'un enfant ou un adolescent doit consulter ? Allô, moi c'est Anthony, je vois le mal partout. Même quand il fait soleil, je vis l'hiver de Moscou. Ma vie c'est un bourbier, pas un long fleuve tranquille. Je passe ma vie à surfer sur des tsunamis. Bien sûr je suis poli, quand on me dit bonjour, je bâillonne mes larmes avec mon plus beau sourire. Mais quand la nuit me rappelle que je suis seul, j'entends mes vieux démons me pousser à la folie. Mais pourtant j'aimerais guérir, trouver la paix. Pourtant j'aimerais guérir. Quand il se casse bonheur, j'écoute. Quand j'ai mal à la vie, quand je vis sous la pluie, je fais le 36-15 bonheur. Quand la mélancolie me repeint tout en gris, je fais le 36-15 bonheur. Allô, allô, y a-t-il quelqu'un au bout du fil pour me répondre? Allô, allô, je fais le 36-15 bonheur. Moi c'est Anso, au milieu des gens je me sens un peu trop solo. Je filtre ma vie pour des likes et des follow. Ma vie est nourrie par les théories du complot. Ouais je suis parano à cause des infos.
J'entends mes vieux démons me pousser à la folie. Mais pourtant, j'aimerais guérir, trouver la paix. Pourtant, j'aimerais guérir. 3615 bonheur, j'écoute. Quand j'ai mal à la vie, quand je vis sous la pluie, je fais le 3615 bonheur. Quand la mélancolie me repeint tout en gris, je fais le 3615 bonheur. Allô, allô, y a-t-il quelqu'un au bout du fil pour me répondre? Allô, allô, je fais le 3615 bonheur. 36, 30, 36, 15. 36, 30, 36, 15. 36, 30, 36, 15. 36, 30, 36, 15. 36, 30, 36, 15. 36, 30, 36, 15. 36, 30, 36, 15. 36, 15 bonheur. La clé du bonheur, vous la vendez sur vos réseaux. Et si je vous appelle, c'est pour avoir un code promo. Allô, allô, y a-t-il quelqu'un au bout du fil pour me répondre? Allô, allô, je fais le 3615 bonheur. Repartons à écouter sur Radio HDR. Retrouvez les podcasts de Repartons sur Spotify et YouTube. Je dirais qu'il n'y a pas un seul signal à partir du moment où un adolescent de toute façon se retrouve dans des comportements, que ce soit des comportements auto ou hétéro-agressifs. Il y a quelque chose qui se passe et c'est le signe qu'il faut l'accompagner. Ce qui est sûr, c'est qu'il est plus compliqué d'accompagner un jeune qui se met dans des conduites où il est plutôt dans de l'hétéro-agressivité parce qu'on va avoir plus de mal à accéder à ce qui lui fait du mal et qui se met dans une position de venir agresser l'autre pour se défendre, alors que la personne qui a une dépression ou de l'anxiété va plus facilement venir travailler ça avec nous. Et encore, c'est pas toujours le cas. Parfois, on a des patients qui sont hétéro-agressifs, donc qui vont être beaucoup dans des troubles du comportement, etc., qui vont en fait très bien adhérer aux soins, et d'autres qui sont plutôt dans la dépression, l'anxiété, qui ne vont pas du tout vouloir être aidés. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que la problématique avec les enfants et les adolescents, c'est qu'ils sont en pleine croissance, ils sont en plein développement. Chaque moment où on peut les aider, les attraper et les accompagner dans le soin, dans la scolarité, dans leur insertion sociale, c'est autant de moments qui vont pouvoir avoir un impact extrêmement fort parce que justement ils sont en plein développement et qu'en fait on travaille avec cette plasticité en lien avec le développement qui nous permet d'avoir une efficacité beaucoup plus importante d'une intervention à un moment donné que ça le serait si c'était plus tard. L'important, c'est de s'intéresser à ce que vit chaque adolescent ou chaque enfant de manière individuelle. Même si on sait, et les études le montrent, on peut avoir des données un petit peu plus globales sur en moyenne les adolescents vivent ça, en moyenne les enfants vivent ça. La complexité de l'intrication dans l'enfant et dans l'adolescent, de ce qui est propre à son développement, de ce qui est propre à sa santé, qui elle-même évolue justement avec son développement, à son environnement, où un enfant de 6 ans n'a rien à voir avec un ado de 12, et la vitesse à laquelle ça évolue montre bien qu'en fait, on a affaire à un nombre de paramètres à la fois qui sont pas du tout fixés et qui sont eux-mêmes toujours en mouvement, qui font qu'en fait il faut qu'on s'intéresse à l'ensemble de ces paramètres pour pouvoir l'aider au mieux. Quand un enfant ou un adolescent se fait du mal ou fait du mal aux autres, c'est un signal qu'il a besoin d'aide. Chez ceux qui expriment leur mal-être par la violence envers les autres, il est parfois plus difficile de comprendre ce qui se cache derrière car la souffrance ne s'exprime pas directement. Comme les jeunes sont en pleine construction, chaque moment d'écoute et d'accompagnement peut avoir un impact très fort et durable. L'essentiel est donc de s'intéresser à ce que vit chaque enfant individuellement et pas seulement à des statistiques. Lorsqu'ils sont bien entourés et accompagnés, les jeunes peuvent réellement aller mieux. On a parfois l'impression que les adolescents ne sont pas encore prêts, mais finalement, à quel âge devient-on vraiment mature ? Le cerveau est fini de maturer, je dirais, à la fin de la puberté de manière physiologique.
Dans le développement normal, il est fini à 25 ans. La dernière partie du cerveau, qui est le cortex préfrontal, qui est la partie qui gère l'inhibition dans les comportements, qui gère la flexibilité, qui gère la mémoire. Finalement, c'est la dernière partie qu'on a obtenue dans notre cerveau dans l'évolution de l'être humain, qui est la partie sur les actions les plus fines. Elle est vraiment finie assez tard. Finalement, on voit que 25 ans, il y a plein de gens qui pensent être adultes avant 25 ans. C'est pour ça qu'une réponse un peu uniciste, une réponse simple et extrêmement complète, aujourd'hui, pour moi, elle est aussi ce qui favorise la perte de chance des enfants qui seraient pas les bons patients parce que ils sont plus justement dans des comportements d'agressivité, de délit ou de fugue ou de troubles du comportement, alors que ces jeunes-là, bien accompagnés, peuvent vraiment, pour un certain nombre, aller beaucoup mieux. Ce qui est compliqué, c'est que moi, j'ai beaucoup d'adolescents qui me disent en consultation, et une en particulier qui avait 11 ans, qui m'a dit « vous vous rendez compte, en fait, on a accès à tellement de choses en termes d'informations qu'on n'a même plus besoin d'être ado, on passe de enfant à adulte. » Et en fait, on voit bien que c'est compliqué parce qu'en même temps, l'adolescence, c'est une étape développementale qui est absolument indispensable, mais c'est une étape qui est pas bien identifiée dans notre société. On ne sait pas à quel âge un ado est ado, on ne sait pas à quel âge un ado est adulte, et qu'en fait, dans notre société actuelle, finalement, personne n'est vraiment d'accord. Et donc, nous, on travaille beaucoup avec les parents sur tout ça parce qu'en fait, on va avoir des attendus d'adultes pour certains ados, mais sur d'autres choses en termes d'autonomie, on va les mettre dans des catégories enfants. Et donc, ils se retrouvent un petit peu, finalement, entre deux, où on leur dit, sur ça, t'es adulte, il faut que tu débarrasses le lave-vaisselle, mais par contre, non, tu sortiras pas jusqu'à 22h avec tes amis. Et donc, en fait, ils sont sur des espèces de grands écarts, les adolescents, tout en voulant grandir de plus en plus vite parce qu'ils ont accès à de plus en plus d'informations. Et on le voit, même si ça c'est pas mon domaine de compétence, on sait que dans la société actuelle, aussi en lien avec le fait qu'il y ait de plus en plus d'enfants en surpoids, on a de plus en plus de puberté précoce. Donc on se retrouve avec des enfants de fin de primaire qui sont complètement pubères. Et donc évidemment, ce que ça vient amener, est-ce que parce que je suis pubère et parce que j'ai mon corps qui est développé, on peut considérer que je suis adulte ? En fait, il y a des amalgames qui sont faits, il y a un peu des mauvaises interprétations de tout ça, mais qui amènent à faire qu'on est face à des adolescents qui, la plupart d'entre eux, sont extrêmement perdus sur ce que c'est que d'être un adolescent, qui ne savent pas ce que la société attend d'eux, qui ne savent pas à quel âge, finalement, ils auront droit de quoi faire. La question des perturbateurs endocriniens dans les pubertés précoces a un rôle important, mais là, je sors de mon domaine de compétences. Le cerveau ne finit de se construire qu'autour de 25 ans. Pourtant, les adolescents ont aujourd'hui accès à énormément d'informations et de responsabilités. Ils passent parfois directement de l'enfance à un rôle d'adulte sans avoir le temps de vivre pleinement l'adolescence, alors que cette étape est essentielle au développement. On attend souvent des adolescents qu'ils se comportent comme des adultes, sans leur donner l'autonomie ni les repères d'un adulte. Résultat, ils se retrouvent coincés entre deux mondes avec des exigences trop élevées pour leur âge. À cela s'ajoutent des changements physiques de plus en plus précoces. Surpoids plus fréquent, puberté plus tôt, parfois dès l'école primaire. Le corps donne alors l'impression de devenir adulte alors que la tête ne l'est pas encore. Cela crée beaucoup de confusion. Les jeunes ne savent plus vraiment ce que signifie être adolescent, ce que la société attend d'eux. Et les adultes eux-mêmes sont souvent aussi perdus qu'eux face à ces transformations. Mais quelles sont les causes qui font que la santé mentale des enfants va si mal ? Le Covid, je suppose. La grosse frustration qu'on peut avoir quand on fait de la recherche, c'est que la recherche en tant que telle ne permet pas de démontrer une cause. Ça n'existe pas en recherche et donc il faut qu'on fasse avec et qu'on accepte de dire que en fait on n'aura jamais de cause. Mais par contre ça peut montrer des facteurs de risque. Aujourd'hui, finalement, évidemment qu'il y a plein de recherches sur les causes, en tout cas sur les facteurs de risque, mais il y a aussi un énorme travail qui est fait parce que sur ça, la France était quand même pas très en avance sur la question de la prévention et sur l'identification de tous les mécanismes qui nous permettent en fait de prévenir des passages à l'acte suicidaire. Parce qu'on sait que le principal moyen de prévention, c'est la reconnaissance du risque et c'est de faire que finalement un peu déjà tous les professionnels de santé se sentent en capacité de poser la question déjà des idées suicidaires et on sait que ça c'est une prévention majeure du passage à l'acte suicidaire et c'est un peu dans cette veine-là que se sont développés les premiers secours en santé mentale, dans cette idée que si finalement tout le monde n'a plus peur de poser cette question, qu'une personne dans son entreprise ou un collègue qui va très mal, qui subit du harcèlement au travail, peut poser la question est-ce qu'en fait t'as déjà eu des idées suicidaires ? Et en fait, en permettant de libérer la parole, de dire que tout le monde a une santé mentale, il n'y a pas de honte, en fait par moment elle est pas bien. Et qu'avoir des idées suicidaires et pouvoir en parler, c'est quand même le meilleur moyen, finalement, de prévenir ce passage à l'acte. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est fondamental et que nous, on travaille aussi beaucoup avec les enfants et les adolescents parce que
on lutte un petit peu contre cette idée reçue que parler du suicide favoriserait le passage à l'acte suicidaire. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus compris et entendu, mais je pense que, comme toujours, il faut continuer à répéter des messages assez simples, favoriser la diffusion de ces numéros comme le 3114 qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on n'a pas besoin d'avoir des idées suicidaires pour appeler. Déjà, quand on va pas bien, qu'on a besoin de parler à un professionnel de santé mentale, on peut appeler. Ça, je pense que c'est des éléments qui sont vraiment importants, que toute la population sache qu'on a tous une santé mentale, que comme la santé physique, parfois elle peut aller mal, et que plus on la prend en charge tôt, et évidemment, moins il y a de risques qu'on s'enfonce et que ça aille de pire en pire. Le confinement et la pandémie du Covid-19 a eu un impact sur les enfants et les adolescents. Déjà, pour une raison assez claire et nette, c'est qu'elle a eu un impact sur leurs parents. On sait qu'il y a eu beaucoup de séparations pendant cette période-là. Il y a eu une majoration des violences intrafamiliales. Il y a eu quand même beaucoup de choses auxquelles les enfants et adolescents ont été exposés. Et en plus de ça, on sait que typiquement sur les petits, il y a des observations dans la littérature qui le montrent, que des petits qui ont été exposés à des adultes en masque à l'école, en fait, ont développé des moins bonnes capacités de régulation émotionnelle, des moins bonnes capacités de mettre en mots les choses. À cet âge-là, le fait de pouvoir s'appuyer sur le visage de l'autre pour aussi se représenter ce que moi je vis, ce que l'autre vit quand je fais quelque chose que ça génère comme émotion chez l'autre, et finalement, avoir la moitié du visage complètement barré par un masque, ça a eu un impact sur les petits. Et quelques années après la pandémie Covid, dans les écoles maternelles de New York, ils ont observé qu'il y avait beaucoup plus d'enfants justement qui étaient en petite section à cette période-là, qui quelques années plus tard avaient tous beaucoup plus de difficultés à gérer leur comportement et à gérer leurs émotions. Et ça, c'est des choses qu'on voit encore aujourd'hui. Alors, vous dire que ça a un impact sur les nouveau-nés, ça, je saurais pas. Mais par contre, on sait que ça a un impact encore aujourd'hui, que ça a été quelque chose auquel personne ne pouvait s'attendre. Et comme les enfants, quand ils sont petits, pouvaient pas se projeter dans l'après, se dire à un moment donné, ça va forcément s'arrêter. Eux, il y a quelque chose quand même de vivre au jour le jour, que tout s'est arrêté. Et donc ça, forcément, c'est générateur d'angoisse absolument massive, et même d'angoisse de mort, qui ont été partagées par la population à ce moment-là, sur le fait d'avoir peur de se dire « mais je peux attraper ça de n'importe qui » et les gens l'ont plus ou moins bien vécu. Et on voit qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui ont du mal à se faire la bise ou à se serrer la main, et que certaines personnes, moi, me disent encore aujourd'hui « moi, le Covid m'a fait beaucoup de bien parce que je ne supportais pas de serrer la main ou de faire la bise, et aujourd'hui, du coup, je ne le fais toujours pas. » Donc il y a ceux qui l'ont bien vécu et ceux qui l'ont moins bien vécu. Leur capacité à se projeter dans l'avenir, vous demandez à un adolescent ce qu'il fait dans un an, il est incapable de vous le dire. Donc vous imaginez bien que même un adolescent qui du jour au lendemain est complètement coupé de tout, en fait il n'a pas du tout la capacité, parce que tout simplement il n'a pas eu l'expérience, il n'a pas suffisamment vécu, je dirais de manière assez pragmatique, pour se dire en fait à un moment donné tout va redevenir comme avant. Et donc on n'aura jamais tous les tenants et les aboutissants, on n'aura jamais tous les éléments de réponse pour savoir qui a vécu quoi, comment, mais ce qu'on sait c'est que on peut pas se dire que les enfants qui arrivent plus jeunes que ce que c'était il y a encore 5 ans aux urgences pour des idées suicidaires ou pour des tentatives de suicide, on peut pas se dire que c'est complètement détaché de la pandémie Covid. Les chercheurs ne parlent pas d'une cause unique, mais de plusieurs éléments qui fragilisent les enfants. L'objectif principal est surtout de repérer tôt les signaux d'alerte et de prévenir les situations les plus graves. Avoir des idées noires ou aller mal n'est pas une honte. Et en parler aide à aller mieux. Dire qu'on ne va pas bien ou parler du suicide ne donne pas envie de passer à l'acte. Au contraire, cela permet d'être aidé. La période du Covid a fortement marqué les enfants et les adolescents. Ils ont ressenti le stress des adultes autour d'eux. Peur, séparation, tension familiale, parfois des violences. Chez les plus petits, le fait de voir des adultes masqués a compliqué l'apprentissage des émotions, car ils ne pouvaient plus lire les expressions du visage. Cela a rendu plus difficile la gestion des émotions et du comportement, et on voit encore les effets aujourd'hui. Enfin, les enfants et les ados ont eu beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir. Pour eux, la pandémie semblait ne jamais devoir s'arrêter, ce qui a créé de fortes angoisses, parfois même une peur de mourir. Mais les écrans ont également un impact sur la santé mentale des enfants. Je dirais que ce qui est compliqué avec les écrans et l'exposition aux écrans, c'est qu'elles s'intègrent aussi dans un cadre éducatif, c'est-à-dire que les enfants sont rarement exposés aux écrans seuls, et donc on voit bien que ça a beaucoup d'impact, c'est-à-dire que quand à table, chacun est sur son téléphone ou sur sa tablette en regardant la télé avec une télé qui est allumée en permanence,
Ce sera pas du tout pareil qu'un enfant qui est accompagné dans ce qu'il regarde et qui pourrait regarder des activités un petit peu dans lesquelles il y a quand même du lien, il y a une reprise derrière, etc. Donc c'est un peu comme tout en fait. Quand on le fait de manière excessive, sans du tout de contrepartie au niveau développemental, un enfant, il n'est pas fait pour voir en 2 dimensions quand il est petit. Donc le fait qu'il voit du plat alors qu'il devrait être à un âge où il prend des cubes, évidemment qu'en termes de développement, ça va avoir un impact. Mais on peut pas dire aujourd'hui que ça un lien direct avec l'anxiété et la dépression. Ce qu'on sait par contre, c'est que les enfants qui vont mal et les ados qui vont mal et qui sont exposés aux écrans consomment plus des écrans et de manière moins sécuritaire. C'est-à-dire qu'ils vont plus exposer leur mal-être sur les réseaux sociaux. Ils vont du coup être plus à risque de faire des mauvaises rencontres sur les réseaux sociaux et de se retrouver dans une position de vulnérabilité. Mais en fait, ce qui est vraiment montré dans la littérature, c'est l'autre lien. C'est-à-dire de dire un enfant, un adolescent qui va mal, a un moins bon usage des réseaux sociaux et des écrans et de ce qu'il regarde. Et donc du coup, ça vient amplifier le fait qu'il aille mal. À partir du moment où il est dans une situation de vulnérabilité plus importante, en fait, il va moins se protéger. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants et d'adolescents qui vont bien savent très bien se protéger sur les réseaux sociaux. Alors, normalement, les enfants ne devraient pas avoir accès aux réseaux sociaux, mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, les adolescents qui vont bien savent faire la part des choses et en fait, on voit bien qu'en termes de santé mentale, ça les impacte pas. Mais ce qui est compliqué, c'est pour ceux qui vont mal. Ceux qui vont mal, en fait, sont déjà dans une situation de vulnérabilité qui va les amener à moins se protéger sur les réseaux et donc du coup à être d'autant plus vulnérables parce qu'exposés à des choses qui les mettent encore plus en situation de vulnérabilité. Mais on est plus dans le cercle vicieux en fait à ce moment-là. En fait l'idée, je pense que déjà quand on se pose la question des écrans chez les ados et chez les enfants, il faut déjà se poser la question quelle place les écrans ont dans la famille. Et si on régule déjà l'utilisation des écrans de manière familiale, ce sera aussi plus simple de réguler l'utilisation des écrans pour les jeunes. Ce qui est hyper important, et ça beaucoup de parents ont du mal à le faire, de s'intéresser à ce que les jeunes regardent sur les réseaux. S'ils aiment certains influenceurs, s'ils aiment certains jeux vidéo, etc. Moi, j'invite beaucoup les parents à jouer à des jeux vidéo avec leur ado. Beaucoup de parents ont du mal à le faire parce qu'ils disent « moi, ça m'intéresse pas ». Mais en fait, à partir du moment où vous gardez un échange avec votre ado sur ce qu'il voit et que vous êtes ouvert et que vous pouvez questionner et que vous pouvez aussi partager ces choses-là sans chercher à être intrusif et à tout savoir de ce qui se passe, parce que les ados, ils apprennent la construction de l'intimité et donc ils ont besoin d'un espace d'intimité dans leur développement. Mais à partir du moment où on accepte d'échanger, même de partager des moments avec eux sur les écrans, même si c'est pas notre truc, et bien en fait c'est hyper important et on voit que déjà ça se passe beaucoup mieux et que les ados quand ils sont exposés à des choses qui les intriguent et qui les inquiètent, ils vont alerter leurs parents. Mais le problème c'est quand il n'y a pas cette discussion, quand finalement chacun utilise les écrans de son côté, voire que tout le monde utilise plusieurs écrans à la fois, qu'il n'y a plus de discussion autour de ça et que du coup en fait les ados se retrouvent tout seuls en situation de vulnérabilité devant des informations et des contenus auxquels ils n'auraient pas dû être exposés. Les écrans ont pris une part absolument centrale dans les apprentissages également, c'est-à-dire que quand on voit le développement multiple et répété d'espaces numériques de travail, de pronotes et de tout ce que vous trouvez aujourd'hui, moi j'ai certains parents qui regardent 3, 4, 5 fois par jour le pronote de leur enfant pour voir s'il a bien été en cours, pour voir quelle note il a eu. S'il a le malheur d'avoir une note en dessous de la moyenne, on va faire une réflexion. S'il y a un devoir qui sort à 21h le dimanche soir parce que le prof avait oublié de le mettre et qu'il faut le faire pour le lundi, ce qui devrait s'arrêter au moment de l'école ne s'arrête plus au moment de l'école. Et donc ça, c'est extrêmement compliqué parce que moi, j'ai beaucoup d'ados qui sont finalement inquiets, mais inquiets parce qu'ils savent aussi que leurs parents sont omniprésents. Il est demandé par l'école que les parents soient omniprésents sur ce type de plateforme. Sauf que là où avant, on allait s'intéresser à finalement, c'est quoi la moyenne générale que tu as eue à la fin de ton trimestre? Et finalement, ça arrive à tout le monde de plus ou moins bien réussir quelque chose. Et aujourd'hui, on a des ados qui veulent tellement bien faire que du coup, ils se mettent une pression pour n'avoir plus aucune note en dessous de la moyenne. Au fur et à mesure où vous avez des notes, où ça va calculer votre moyenne, ça vous met le placement dans la classe, ça vous dit où vous êtes par rapport aux autres. Et là où du coup, ça se faisait de manière naturelle et que les bons élèves étaient bons, mais même s'ils avaient 2-3 moments où ils s'étaient un peu cassé la figure, à la fin du trimestre, finalement, leur bulletin montrait qu'ils étaient bons. Aujourd'hui, il y a cette espèce de truc où les écrans prennent aussi le contrôle de la vie scolaire avec les espaces numériques de travail et c'est extrêmement compliqué. Moi, je travaille parfois avec des parents de dire mais est-ce que vous pouvez ne pas regarder? En fait, vous avez un enfant qui scolairement fonctionne bien, qui est sérieux, etc. Est-ce que vous avez besoin d'aller regarder 3 fois par jour? Et j'ai plusieurs parents qui, en revenant en consultation, m'ont dit mais docteur, j'ai pas réussi à ne pas y aller. Eux, de toute façon, on leur demande de suivre ça sur ces plateformes-là. Et en fait, là où avant, vous calculiez artisanalement votre moyenne en vous disant voilà, j'ai fait ça,
mais vous vous compariez par rapport à vous-même. Aujourd'hui, on ne vous compare pas par rapport à vous-même, on compare par rapport à tout le monde. Et donc, il y a une espèce de classement permanent dont on sait à quel point c'est compliqué à gérer en termes de stress. Et donc, forcément, ceux qui s'en fichent vont s'en ficher encore plus parce qu'ils savent qu'ils n'arriveront jamais à être dans les 10 premiers ou à être dans les 15 premiers comme leurs parents leur demandent. Et ceux qui s'en fichent pas du tout, cherchent à faire toujours de mieux en mieux. Et donc, on se retrouve avec des gamins qui se débrouillent hyper bien, qui du coup sont extrêmement stressés et n'arrivent plus à mettre un pied à l'école. Et ça, c'est extrêmement problématique. C'est un moyen en vue d'une fin. L'objectif, c'est qu'ils puissent construire leur avenir. Et je pense que parfois, on oublie un peu ça et la scolarité devient une fin en soi. Le bulletin du trimestre, le classement dans la classe devient une fin en soi. Et moi, j'ai eu une discussion il y a quelques mois avec des parents qui m'ont dit si il n'a pas une seule heure de colle de l'année, il aura un cadeau à la fin. Je dis mais en fait vous vous rendez compte que là on est au mois de septembre, que l'année elle se finit en juin. Vous pensez vraiment qu'un ado va pouvoir en fait tenir toute l'année comme ça? Et donc on en vient en effet dans des choses où on est complètement à côté de ce qu'est capable de donner un ado, et quand on leur donne des objectifs inatteignables, soit ils lâchent les bras, soit en fait mettent une pression phénoménale mais avec un impact sur leur santé mentale qui est absolument majeur. Et en effet, je pense repenser l'autonomie, le fait qu'un ado qui se construit pour devenir un adulte plus tard, et repenser un petit peu les objectifs en se disant pas que c'est la fin du monde si ce jour-là il a une note en dessous de la moyenne ou si même à un moment donné il a perdu un point de moyenne générale. Je pense qu'il faut vraiment faire très attention à ne pas se dire c'est simplement l'adolescence, on est tous passés par là. De toute façon, c'est difficile pour tout le monde parce que ça entraîne parfois des retards de consultation qui sont majeurs. Et c'est là où le dialogue est hyper important avec son enfant, quand on garde du dialogue et qu'on n'est pas du tout dans du jugement de valeur vis-à-vis de ses enfants, et qu'on sait que nos enfants, ils sont pas les adolescents qu'on a été, même si nous aussi on a été adolescents, et qu'en fait ça c'est quand même un exercice difficile à faire quand on est parent. Je pense déjà il faut vraiment garder ce dialogue, pas rester seul. Là le 3114 est un outil très intéressant parce que c'est vraiment le numéro national de la prévention de la souffrance. Ils peuvent permettre d'avoir des contacts, etc. Et après, il y a des psychologues scolaires. Après, il peut y avoir des psychologues en libéral. Il y a, en fonction de l'âge, des maisons des ados, des centres médico-psychologiques et évidemment, si la situation est grave, les urgences pédiatriques. Mais il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas du tout attendre que les choses deviennent incontrôlables, comme parfois on l'a vu. Parfois, on a des ados qui arrivent, ça fait 2 ans et demi qu'ils vont extrêmement mal, que les parents ont essayé de tout faire et c'est super. Du coup, on a quand même 2 ans et demi de retard. Les écrans posent surtout problème parce qu'ils sont souvent intégrés sans réel cadre éducatif. Beaucoup d'enfants regardent des contenus sans être accompagnés, sans échanger avec les adultes, alors que cela peut influencer leur développement. Une consommation excessive, notamment de la télévision ou des écrans plats, a forcément un impact, même si on ne peut pas dire que les écrans provoquent directement l'anxiété ou la dépression. En réalité, ce sont souvent les enfants et les adolescents qui vont déjà mal qui utilisent le plus les écrans et de manière moins sécurisée. Ils y exposent davantage leur mal-être, passent plus de temps sur les réseaux sociaux et se retrouvent plus vulnérables, ce qui augmente le risque de mauvaises rencontres et aggrave leur souffrance. C'est donc un cercle vicieux. Plus ils vont mal, plus ils se réfugient dans les écrans et plus leur mal-être s'accentue. La vraie question est celle de la place des écrans dans la famille. Les écrans doivent être régulés collectivement, avec des règles partagées et surtout avec du dialogue. Les parents ont un rôle clé, s'intéresser à ce que les enfants regardent, à parler avec eux, sans jugement. Les écrans ont aussi pris une place importante dans la scolarité. Les notes, les applications comme Pronote, consultées en permanence par les parents, font que l'école ne s'arrête plus jamais. Cela met une forte pression sur l'enfant. Ceux en difficulté se découragent, ceux qui réussissent cherchent toujours à faire mieux. Cette pression constante peut mener à beaucoup de stress, voire un refus d'aller à l'école. Il est donc essentiel de repenser l'autonomie des enfants, le sens de la réussite et de privilégier l'échange plutôt que le contrôle. Les adolescents d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Et surtout, il ne faut pas attendre que la situation devienne ingérable pour demander de l'aide. Voilà, chers auditeurs, la première partie de Repartons s'achève. Je vous remercie pour votre écoute et je vous propose de vous retrouver pour la seconde partie dès le vendredi 13 mars. Et d'ici là, bonne écoute sur nos ondes. Repartons
Repartons, à écouter sur Radio HDR. Retrouvez les podcasts de Repartons sur Spotify et YouTube.